Oh, s'ils sont pas mignons, nos petits dictateurs en train de parler d'immortalité. Bon alors, du coup, je rigole, mais c'est moyen drôle quand même. On a Vlad, Xi et Kim. Donc c'est un micro, c'est pas un micro officiel, hein. Ça a été capté, je sais pas trop par qui. Alors, je vais aller vérifier après parce que j'avais quand même des doutes, mais bon, c'est confirmé par la BBC. On a, bah, je vais vous lire hein, le dialogue parce qu'il est pas mal quoi. Donc Xi, président de la Chine, qui dit les gens avant vivaient rarement au-delà de 70 ans. Maintenant, à 70 ans, tu es toujours un gamin. Et Poutine qui répond avec les biotech, les organes peuvent être remplacés indéfiniment et les gens pourraient même devenir immortels. Et Xi qui répond certains prédisent que les gens pourraient vivre jusqu'à 150 ans ce siècle-là. Bon, ben, je vais commenter ça un minimum quand même, parce que là, je parle d'immortalité sur la chaîne. Le fait que les IA pourraient, potentiellement, avec les progrès qu'elles font dans la médecine en ce moment même, nous y amener. C'est ce qu'on appelle la longevity escape velocity, la vitesse d'échappement. À partir du moment où vous arrivez à prolonger votre vie, mettons, de 50 ans, ben, pendant les 50 ans que vous avez de vie en plus, peut-être qu'il y aura d'autres progrès qui seront faits et qui vous permettront de gagner encore d'autres années de vie. Et en faisant des sauts comme ça, potentiellement, on peut devenir immortel. Donc c'est exactement de ça qu'ils sont en train de parler. Ceci dit, il y a plusieurs aspects à aborder dans cette question. Là, d'abord, bon, on va pas se cacher derrière notre petit doigt. C'est vrai qu'en général, les gens comme moi qui parlent d'immortalité, on cache un peu la poussière sous le tapis, hein. C'est pas faux, parce que, évidemment, que là, quand on se dit que des dictateurs, alors j'emploie le mot dictateur, ils ne sont pas tous, euh, Poutine est président, mais Xi aussi, mais bon, grosso modo, quand on a des dirigeants qui sont plus ou moins là déjà à vie, on se dit, ouais, alors en fait, si ces gens-là devenaient immortels, bah, ils seraient quoi? Ils seraient présidents pendant des siècles et des siècles. Ils seraient inamovibles, intouchables. Ça serait... Bah, ça fait partie des problèmes éthiques que pose l'immortalité. D'abord, on ne sait pas si tout le monde y aura accès, et on ne sait pas si tout le monde y aura accès en même temps, et puis peut-être que on aura accès au début, même en supposant que ce soit accessible à tout le monde. Peut-être que certains n'y auront pas droit, tout simplement parce que ils ont des maladies qu'on ne sait pas encore soigner, alors que les autres, on sait les soigner, etc., etc. Mais là, il y a un côté... Bon, voilà, donc il y a plein d'aspects éthiques, évidemment, qui sont derrière, qui ne se posent pas encore vraiment, parce qu'on n'en est pas tout à fait encore là, mais bon, voilà. Le fait que des dirigeants comme ça en parlent, ça veut dire que ça devient une discussion sérieuse. Après, il y a un côté un petit peu naïf, je trouve, de parler de remplacement d'organes. Ça m'étonne un petit peu, parce que, d'abord, c'est pas si simple que ça, hein. Il y a quand même des problèmes d'immunité derrière, et de ce que je sais, on ne sait pas encore faire repousser tous les organes à partir de cellules souches. L'intérêt étant, évidemment, de ne pas avoir de problème d'immunité quand on fait comme ça. Aujourd'hui, c'est plutôt, on récupère des poumons de porc pour se les faire greffer. Mais ça pose quand même pas mal de problèmes bah, d'immunité. C'est pour ça que c'est difficile. Donc on n'y est pas encore, hein. Et euh, je pense que vous faites remplacer vos poumons par des poumons de porc, et puis après votre vessie par je sais pas quoi un peu plus tard, puis après vos reins, etc. À mon avis, ça doit pas vieillir bien tout ça. Donc moi, quand je parle d'immortalité ou de vie prolongée, c'est plutôt d'abord la question de maintenir son capital santé en bon état. C'est précisément le sujet de mon bouquin. Ah, ça c'est la version anglaise, voilà, version française. On peut déjà faire beaucoup, juste avec l'hygiène de vie, sans dépenser un sou en thérapie quelconque. Et je pense que les deux approches sont nécessaires et complémentaires pour vivre longtemps et en bonne santé. L'approche médicale, mais on peut pas faire n'importe quoi à côté. Donc après, je pense que les vrais gains, les vraies possibilités, ça va être avec des thérapies géniques. Mais là aussi, c'est pareil. Aujourd'hui, les thérapies géniques, quand on bidouille le génome, c'est pas comme quand on bidouille un programme. C'est pas du 100% fiable. Donc, vous introduisez potentiellement des mutations délétères au passage. Donc, pour le moment, on n'y est pas encore. Mais,
On s'en rapproche. Il y a les facteurs de Yamanaka, qui sont la possibilité, là, par contre, je suis pas un spécialiste, mais de rajeunir les cellules directement avec, je crois, des cocktails chimiques. Là, c'est une voie très prometteuse. Il y a la rapamycine aussi, on attend les résultats avec des expériences qui sont faites sur les chiens. Bref, ça peut débouler à tout moment. Déjà, les IA sont en train de commencer à bouleverser le marché du travail, et il y a tout un tas d'autres technologies, notamment médicales, qui peuvent débouler à tout moment, qui peuvent... J'en vois passer régulièrement des news là-dessus, sur des nouvelles thérapies contre le diabète et d'autres choses. Bon, tout ça, c'est pour dire que c'est une discussion sérieuse, qu'il va falloir que la société affronte bientôt. Alors, autre news, on a Geoffrey Hinton. Pour ceux qui ne connaissent pas rapidement, c'est un prix Nobel de physique, c'est aussi un prix Turing. Pour ses travaux sur les IA, donc il a travaillé sur l'algorithme de rétropropagation qui est, en fait, c'est essentiellement avec ça qu'on apprend aux IA aujourd'hui, donc c'est absolument fondamental, entre autres. Donc c'est un des grands-pères de l'IA. Et pour le coup, rien à voir avec des personnages comme Luc Julia, là c'est vraiment quelqu'un, c'est une vraie autorité dans le domaine. Et il est souvent cité par les doomers, hein, donc, parce qu'il fait partie de ceux qui s'inquiètent de l'avenir des IA. Et là, il a fait une déclaration assez surprenante, donc, où il dit, je vous mets l'extrait. More optimistic than I was a few weeks ago. Really? Yes, and it's because I think there is a way that we can coexist with things that are smarter and more powerful than ourselves that we built. Because we're building them, as well as making them very intelligent, we can try and build in something like a maternal instinct. So, like I said earlier, the only example I know of a much more intelligent thing being controlled by a much less intelligent thing is a baby controlling a mother. And the baby can control the mother because of a lot of things that evolution wired into the mother. The mother can't bear the baby crying. The mother really, really, really wants that baby to succeed and will do more or less anything she can to make sure her baby succeeds. We want AI to be like that. So the leaders of the tech companies are all thinking in terms of us being the boss and the AI being the submissive assistant, something very smart, but we're in charge and it's our assistant and we can fire the assistant if we want. We're the boss, because that's how they think. That's not feasible, I think, for a super powerful superintelligence. What is feasible is for it to be the mother and us to be the baby. And even though it can rewrite its own code if it wants to, it won't want to. If you took a mother and said, would you like to turn off your maternal instinct? Most mothers would say no, because they'd realize if I did that, my baby would die, and I don't want my baby to die. So I think that's a ray of hope that I hadn't seen till quite recently. Completely reframe the problem of how we coexist with them. Don't think in terms of we have to dominate them, which is the tech bro way of thinking of it. Think in terms of we have to design them so they're our mothers. And they will want the best for us. They will want us to achieve the most we can achieve, even though we're not very bright. Voilà, donc pour ceux qui ne comprennent pas l'anglais, je vais vous expliquer. Il dit, une super IA va nous dominer. Mais si on lui donne un instinct maternel au départ, eh bien, le bébé est dominé par sa mère. Il n'empêche que sa mère prend soin de lui. Donc ça existe dans la nature des systèmes dominants qui protègent d'autres systèmes et qui en prennent soin. Alors, je trouve l'argument et l'image très bonne, parce qu'elle parle aux gens, plus que celle que moi j'emploie, mais bon, pour ma part, c'est exactement ce que je dis quand je dis que dans la nature, des systèmes moins intelligents, moins puissants qui contrôlent ou qui influencent des systèmes plus puissants, ben, il y en a plein. On en a en nous, nos microbes, ça existe, les mitochondries en nous, par exemple. Donc c'est de l'endosymbiose. Bon, c'est peut-être un peu trop technique. C'est pour ça que son image du bébé et de la mère est excellente, je trouve. Ça parle, c'est beaucoup plus vulgarisable. Mais c'est la même chose, c'est le même argument, en substance. Et je rajoute que c'est un argument que j'avais eu quand j'avais débattu avec Sheyman, le futurologue, qui est doomer, où j'avais dit, bah, l'IA n'a aucune raison de nous détruire, bien au contraire, on est une super IA. Si elle veut progresser en intelligence, elle a besoin d'être confrontée, enfin d'avoir des données qui la poussent à être intelligente. Elle a besoin d'être stimulée pour ça. Elle va très vite s'en rendre compte si elle veut devenir de plus en plus intelligente.
C'est ce qui est le principe d'une super IA. Et dans le système solaire, qu'est-ce qu'il y a d'intéressant à voir? Le plus intéressant, c'est nous. A priori, hein, tant qu'on n'a pas découvert la vie ailleurs, et même si on la découvre, il n'y a pas d'autre civilisation a priori sur le système solaire. Donc le truc le plus intéressant à étudier, c'est nous. Donc même de ce point de vue, la super IA n'a aucune raison de nous détruire. Les arguments du type va récupérer nos atomes pour construire des usines à trombone, c'est parce que, bon bref, je vais pas m'embarquer dans les termes techniques, ils prétendent qu'il y a orthogonalité, donc que les buts que va se fixer l'IA, la super IA, n'a rien à voir avec le fait qu'elle soit une super IA, moi je suis pas d'accord avec ça. Bref, donc oui, bien sûr, il y a un risque, et je fais partie des gens qui ne nient pas ces risques, mais je trouve que c'est très bien que Geoffrey Hinton se soit rendu compte qu'il y a d'autres possibilités, que c'est pas forcément, la super IA ne va pas forcément nous détruire, parce que on n'aurait pas le contrôle sur elle. Oui, et on peut avoir une influence, pas un contrôle. Le bébé ne contrôle pas sa mère, il l'influence à travers une sorte d'instinct maternel qu'il faudrait juste lui donner au départ. Et l'argument est très très bon, je trouve. Donc c'est super que quelqu'un comme lui ait changé de point de vue. Ça va un peu rassurer les gens, ça va enlever un peu de grain à moudre aux doomers. Encore une fois, hein, je le redis pour que ce soit clair, je n'ai rien contre les doomers, et j'estime la démarche nécessaire de se préoccuper des risques avec ce genre de technologie. Donc dans l'absolu, je fais moi-même partie de ceux qui réfléchissent à ces risques-là. Mais je ne les pondère pas pareil, et surtout, je ne dis pas que c'est une quasi-certitude que ces risques vont se réaliser. Non, moi je pense que c'est l'inverse. Il y a des risques, il y a d'ailleurs plus de risques aujourd'hui avec les IA dans les mains des gouvernements qu'une super IA. Et en plus, la super IA, de mon point de vue, pour l'instant, on ne sait pas la fabriquer. On en est très loin. Donc bref, ça reste, je trouve, notable qu'une autorité comme lui ait changé de discours. Voilà, qu'il soit revenu un peu plus à la raison. Mais je comprends que ça l'inquiète. Il n'est pas le seul. Et on va conclure par ce qui se passe du côté du front. Je vais appeler ça comme ça, le front Luc Julia. Donc Monsieur Phi, qui n'aime pas intervenir en direct. Lui, il aime préparer ses scripts et réfléchir à l'avance. A fait l'effort d'accepter un débat avec lui que, bon, je vous avoue, j'ai pas regardé, j'ai autre chose à faire. Et je suis assez étonné que Luc Julia ait accepté. Alors, évidemment, il est dans la posture. La posture, oui, je suis célèbre, ça lui fait faire des vues, patati patata, et puis bon, son CV, il a bossé dans les boîtes où il est allé. Mais il n'empêche que Monsieur Phi, il a quand même bien mis en difficulté, puisque tout ce qu'il dit est factuel, et il a déclenché un véritable mouvement sur Internet contre Luc Julia, où les vrais créateurs de Siri ont dit non, 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 fait pas partie de l'équipe, hein, Luc Julia. Plus pas mal d'autres témoignages d'anciens collègues, etc. Donc, dans l'absolu, on pourrait se dire, oui, bon, c'est du drama, c'est du web drama, oui, d'accord, mais j'estime que Monsieur Phi a bien raison d'investir cette question, parce que ce monsieur a été entendu à l'Assemblée nationale, et surtout, c'est la réaction des députés, qui étaient soulagés, de dire « Ah, enfin un expert comme vous, de calibre mondial, qui vient nous dire ce qu'on avait envie d'entendre. » Ouais, mais en fait, si c'est bidon ce qu'il raconte, ça va pas. Évidemment que les députés, ils y connaissent rien en IA, donc quelqu'un qui a un peu de verve et de bagou, voilà ce qui s'est passé, il leur a vendu n'importe quoi comme discours, et ça va pas du tout. Donc Monsieur Phi a raison. Là, derrière, il y a des décisions politiques qui sont à la clé. Donc, personnellement, je le soutiens à fond. Voilà. J'avais fait une vidéo pareille où je m'étais offusqué de ce qu'il racontait, donc je suis pas... Monsieur Phi, moi, ouais, on n'est pas les seuls à avoir eu quelques sourcils qui se sont levés quand on a écouté ça. Et là, c'est très bien, quelqu'un comme lui qui a du poids, qui a eu le courage de faire ça, donc je vous mets des petits extraits. Et je veux terminer là-dessus sur le journalisme. Il faut parler du journalisme.
Voilà, cette façon de continuer de se présenter comme extrêmement sachant sur l'IA, alors qu'on ne fait que répéter les mêmes chiffres depuis 2 ans, alors que énormément de choses ont changé depuis 2 ans, ça me semblait déjà assez dirimant. Et en outre, il y a aussi beaucoup d'éléments dans son discours qui signalent le fait que il semble manquer d'éléments de compréhension assez basiques sur le fonctionnement des LLM. Et je trouve ça assez frappant. Et je conçois que ça puisse sembler surprenant, mais pour avoir vu un certain nombre de ces conférences, au bout d'un moment, on est forcé de se dire, bon, bah, quand on le voit confondre systématiquement le nombre de données et le nombre de paramètres, alors c'est pas un truc qui parle de façon évidente si vous connaissez pas un petit peu le sujet, mais quand vous connaissez un peu le sujet, c'est extrêmement frappant. On se dit, ce genre de confusion ne peut pas se produire s'il n'y a pas une vraie confusion derrière. C'est pas juste de la vulgarisation. On laisse réagir Luc et après on repart. Je terminerai juste. Il y a un autre élément qui me paraît très important, c'est qu'il présente le fonctionnement des LLM comme étant d'immenses bases de données. En disant, voilà, comment fonctionne un LLM? Eh bien, un LLM, c'est une immense base de données. Et quand Et il a hoché la tête, hein, parce que oui, c'est ce qu'il dit. on lui pose une question, il va chercher dans cette immense base de données un truc qui a déjà été écrit et qu'on va simplement copier-coller et qu'on va donner là à l'utilisateur. Là aussi, c'est pas de la vulgarisation, c'est plus que de la mauvaise vulgarisation, c'est carrément une image qui est fausse. Et ces choses-là me semblent témoigner d'une mécompréhension profonde des LLM. Et quand on se prétend parler face aux sénateurs pour les informer sur l'état de l'art sur l'IA, ça me semble irresponsable en fait à ce moment-là. Voilà. Donc il a 100% raison. Ce ne sont pas des bases de données, ça n'a rien à voir. C'est inepte de dire ça. Ou alors, si on le dit, il faut dire, ok, le seul truc que vous connaissez, qui s'en rapproche un peu, c'est la base de données, mais attention, ça n'a rien à voir. Bon, à la rigueur, en le disant comme ça. Bref, j'ai fait des petits cours pour expliquer sur cette chaîne comment ça fonctionne à l'intérieur, c'est à l'aide de perceptrons. J'ai jamais parlé de base de données. Ça n'a pas de sens. Donc Monsieur Phi a tout à fait raison. Et je salue encore une fois sa démarche. Alors maintenant, je veux réagir face à la conclusion de ce débat. Donc, je ne sais pas qui c'est là. Ça a été organisé donc sur BFM Business par ce monsieur-là, qui doit être un journaliste, je suppose. Et je vais mettre sa réaction. On peut reprocher peut-être 2-3 trucs à Luc sur le fond ou même sur la forme, Thibaut. Mais je peux vous dire à quel point je suis fier en tant que Français d'avoir un gars comme Luc qui œuvre autant pour la tech dans notre pays. Je peux vous assurer que j'ai eu beaucoup de témoignages qui me disaient exactement le contraire. Eh bien, écoutez, vous savez quoi, je vais vous dire un truc, revoyez vos copains. Parce que, sincèrement, humblement, ça fait 30 ans que je fais ce métier, je rencontre plein de gens dans tous les milieux. Et je peux vous dire que je n'ai jamais entendu quelqu'un critiquer, que ce soit Luc ou d'autres même liés à l'IA. On a la chance d'avoir des gens comme ça. Ce que vous faites, c'est votre droit. Vous avez le droit d'être à charge sur quelqu'un. Mais ne pas jeter tout avec l'eau du bain, parce que, sincèrement, je peux vous le dire, avoir une discussion avec Luc, c'est toujours des moments intenses et toujours très intéressants. Sincèrement, véritablement. Et peut-être que vous avez raison sur certains points, mais d'une manière générale, c'est dommage de tirer comme ça à boulet rouge sur quelqu'un qui a d'autres qualités, et je peux vous le dire sincèrement, humainement. Et je vous invite un jour, si vous venez à Paris, de vous rencontrer et de discuter sur ces sujets. Vraiment, en toute simplicité. Et je pense que vous changerez d'avis. Voilà. Non mais là, c'est honteux. C'est honteux de tenir un discours pareil. Oui, il est peut-être incompétent, mais il est gentil, en fait. Dans la vraie vie, c'est un bon pote. Non mais, sans déconner, un journaliste peut pas dire ça. C'est pas sérieux. Donc, je sais pas s'ils sont copains, je sais pas quelle relation ils ont, mais là, dans cette histoire, dans cette affaire, c'est le rôle des journalistes de filtrer les gens qui viennent dans les médias. C'est leur job, c'est leur boulot, quelque part, de dire « Ah bah lui il est sérieux, lui il est pas sérieux, lui c'est un vrai expert, lui c'est un faux expert ». Alors certes, eux, les journalistes, ne peuvent pas être experts de tous les domaines, on ne leur demande pas. On ne leur demande pas d'être experts des IA, on leur demande par contre de savoir repérer qui sont les vrais experts. C'est ça leur boulot. Donc là tu viens pas faire la leçon à Monsieur Phi, pour lui dire « Oui, mais vous êtes un petit peu trop critique, c'est un petit peu injuste envers Luc Julia. » Non. Alors, je me suis trompé tout à l'heure, c'est pas à l'Assemblée nationale, c'est devant le Sénat. Non. Luc Julia est allé avec ses grands airs, parce que je l'ai écouté, hein, toute son intervention. C'est vraiment, il intervient, il se pose en tant qu'expert, et il est très catégorique dans ce qu'il dit. Et dans le débat contre Maxime Fournaise, avec qui
qui est un doomer, avec qui j'ai des grosses divergences d'opinion. Mais bon, ben, beaucoup de personnes se sont plaintes parce que ben, Luc Julia était infect. Donc il vient ici maintenant nous parler de ses qualités humaines. Bah, je suis désolé, elles se sont pas beaucoup vues, quoi, les qualités humaines, hein, ni devant les sénateurs, hein, il n'a pas fait preuve de beaucoup de modestie, ni quand il débat avec des gens qui n'ont pas les mêmes opinions que lui, et qui en plus bah, sont plus compétents que lui, hein, je suis désolé. Donc c'est le rôle du journaliste, de faire le tri parmi bah, tous les gens qui ont des prétentions, c'est de se construire un réseau de personnes compétentes pour dire « Oui, oui, lui, il est compétent, lui, il n'est pas compétent. » C'est le boulot qu'il doit assurer, qu'il ne fait pas, là. Là, la personne compétente, elle est là. C'est Monsieur Phi. Il n'est même pas informaticien. Et pourtant, du fait qu'il est philosophe, du fait qu'il a appris à réfléchir, du fait qu'il connaît les limites de ce qu'il connaît et de ce qu'il ne connaît pas, il est capable, lui, d'avoir du recul, non seulement sur sa propre connaissance, mais sur celle des autres. Donc là, ce monsieur journaliste, il aurait dû dire « Ah, monsieur Phi, vous avez raison, on va vous embaucher pour nous aider à faire le tri dans les pseudo-experts qui traînent autour de nous. » Parce que là, si ce monsieur n'est pas capable de voir que cet autre monsieur n'est pas un véritable expert, qu'est-ce qui nous dit que ces autres invités, ça soit beaucoup mieux? Et là, c'est BFM TV, BFM Business, pardon. C'est quand même une chaîne qui s'adresse à des investisseurs, des professionnels, des gens qui, derrière, ont des responsabilités. Et pourquoi je suis si virulent? Ben, c'est parce que c'est pas juste un problème de BFM, évidemment, vous avez compris, c'est un problème de journalistes en France. C'est pas la première fois qu'on voit ce genre de situation qui font un peu tâche. Donc là, on te demande pas de venir défendre ton copain. C'est pas professionnel. T'es à la télé, tu parles devant peut-être des centaines de milliers ou des millions de gens, ça va pas du tout. Et Luc Julia, moi je comprends pas sa réaction. Quand t'es pris la main dans le sac comme ça, je sais pas, moi, tu pars en croisière, ou tu vas faire un séjour dans un monastère, et puis tu te remets un peu en question. Bon là, peut-être que c'est lui qui l'a convaincu de venir, oui, t'inquiète pas, je serai là pour te défendre, ou je sais pas quoi. Bon, je sais pas comment ça s'est passé, mais peu importe. Encore une fois, bravo à Monsieur Phi, puisqu'en plus, là, il était pas en terrain ami, visiblement. Il a dit les choses qui étaient importantes à dire, il est passé dans une émission de grande écoute, c'est très bien, en tout cas. Au moins, bon, je suis peut-être un peu trop virulent, je reconnais qu'il l'a invité, c'est bien. Il a pu s'exprimer, et les gens, ils peuvent se faire une opinion, du coup, à minima. Le fait qu'ils prennent parti comme ça, c'est pas professionnel, mais bon, au moins, il a fait la démarche. Ceci dit, les gens qui n'y connaissent rien en IA, pour eux, c'est un peu du charabia tout ça. Hein. Donc, comment ils jugent qui a raison là-dedans? Souvent, ils regardent un peu à l'attitude. Hein. Celui qui a l'air le plus à l'aise, celui qui s'en sort au mieux, qui au niveau... En fait, ils jugent les réactions des gens. Donc, celui qui se dit « Ah tiens, ça n'a pas l'air de le déstabiliser, donc bon, c'est plutôt l'autre qui doit pas... qui doit raconter un peu n'importe quoi, qui doit un peu trop charger la mule. » Et précisément, là, c'est ce qu'il fait. C'est pour ça que j'apprécie pas du tout sa réaction. C'est qu'il joue sur le côté émotionnel, mais dans le mauvais sens. Puisque oui, Monsieur Phi n'est pas à l'aise, il a déjà dit, en direct, c'est pas son truc. Donc précisément, il appuie là où ça fait mal, entre guillemets, puisque c'est un peu le point faible potentiel de l'auditoire. Ouais, d'ailleurs, ce que j'ai écrit, hein, effectivement, ce gros parti pris le déshonore, même il se présente ça comme une sorte de voie de la modération. Donc là, on est dans une situation... Donc ça a l'air un peu grandiloquent, ce que je dis, un peu science-fiction. Je dis, on est en train de changer de civilisation. Mais bon, si vous voulez pas aller jusque-là, peu importe, il y a des grands bouleversements qui s'annoncent à cause de ces fameuses IA. Ça démarre là dans le monde du travail, mais... donc il y a eu une autre étude qui a confirmé la précédente qui disait, ça y est, on a un impact mesurable sur... l'emploi des jeunes, ça se confirme. Donc des gens comme Luc Julia qui viennent et qui disent l'IA n'existe pas, c'est le titre de son bouquin, qu'est-ce que vous voulez répondre à ça? Qui se met co-créateur de Siri, donc les gens se disent ouh là là, grosse autorité, du coup, on va pas écouter les gars comme moi, les petits youtubeurs machin, on sait pas qui c'est ces gens. Donc on va écouter des gars comme Luc Julia, en plus il est passé devant des sénateurs, il sait ce qu'il dit, regarde, il est très sûr de lui, voilà. C'est pour ça que ça m'énerve tout ça, c'est que là il y a des enjeux qui sont quand même, qui vont être de plus en plus gigantesques. On est dans un pays en train de s'effondrer, avec une crise de régime qui, je pense qu'on peut dire que c'est pas qu'elle se profile, elle est là maintenant. Donc voilà, ouais, va falloir se remonter un peu les manches et s'approprier ces sujets. Donc voilà les dernières petites news. Il y en a beaucoup d'autres.
Là, je vais vous sortir, elles sont faites, elles sont uploadées et tout, deux vidéos sur l'évolution et la politique. Je vais défendre l'opinion que nous sommes des singes, et nous sommes restés des singes, et que derrière les apparences, la politique, c'est toujours le singe en nous qui l'amène. Donc évidemment, ça se heurte à pas mal d'opinions, de défendre ce genre de vision des choses, les opinions religieuses, et les opinions, de mon point de vue, obscurantistes, hein, parce que c'est pas du tout conforme aux connaissances qu'on a en science aujourd'hui, mais bon, voilà, donc j'ai fait 2 vidéos là-dessus, et je pense que je vais faire un sujet aussi, je sais pas quand, sur le contrôle, l'agenda 2030 de l'Union européenne et l'identité numérique, sur le DSA, parce que là, on arrive dans une phase, j'ai envie de dire, un peu critique. D'ailleurs, là, on a des dictateurs, entre guillemets, officiels, même si je ne crois pas ils se présentent pas comme ça, peu importe. Mais nous, on est censé pas être en dictature. Ceci dit, on est en train de dériver vers un régime de plus en plus autoritaire, voire tyrannique. Alors, pas de surprise de mon côté sur cette évolution des choses, surtout en Europe, hein. Ça fait partie de la grande lutte politique, pour le coup, de pouvoir, qui fait partie de la transition civilisationnelle qu'on est en train de vivre. Donc, pareil, c'est le même phénomène que ce qui s'est passé quand il y a eu l'invention de l'imprimerie, qui a fait basculer le pouvoir de l'Église vers l'État. Ben là, maintenant, le pouvoir, il bascule de l'État vers Internet, on va dire, hein, pour simplifier. En tout cas, vers le virtuel. Mais il n'empêche que les combats politiques actuels vont être... Donc, pardon, ce que je voulais dire, c'est que les institutions actuelles se crispent. Et on ne coupera pas à une phase un peu désagréable, à mon avis. Alors après, est-ce qu'elle va durer indéfiniment? Est-ce qu'elle va se verrouiller pendant longtemps? Ça, je ne sais pas. Est-ce qu'on peut l'éviter? Je ne sais pas non plus, mais toujours est-il qu'on en est là. Donc, ces fameux dictateurs qui peuvent en effrayer certains, ben, pour l'instant, je pense qu'il est plus important qu'on balaye devant nos portes que plutôt que d'aller se moquer des régimes qu'il y a en face. Parce que pour l'instant, en tout cas, la Chine s'en tire très bien. Et s'en tire beaucoup mieux que nous. Je veux dire, dans la transition vers, alors pas la modernité, comme on pourrait appeler ça, ben vers l'ère digitale. L'ère d'hyperabondance, d'ultra-technologie et tout ça. Et là, le chat control là qui s'annonce, bah franchement, c'est juste une blague, quoi. On peut pas d'un côté critiquer le crédit social des Chinois et de l'autre côté dire on va mettre en place le chat control. Mais oui, mais nous on est démocratique, c'est pour assurer la pérennité de la démocratie. Ouais, ben non, en fait, quand un régime est vacillant, bah, est démocratique ou pas, bah, il se crispe et il devient autoritaire pour se protéger. Mais le problème, c'est que si les gens n'en veulent plus, démocratie ou pas, bah voilà. Bon, bref, on en est là, donc je ferai un sujet là-dessus bientôt, si je trouve le temps.